Un soir, il commença à se faire tard et M. Médouze n'était pas rentré. J'avais déjà fait 2 rondes près de sa case. C'était ennuyeux, car Mantine n'allait peut-être pas me laisser y retourner encore une fois. Et son canari bouillait avec une telle effervescence que le dîner pourrait être prêt avant longtemps. Je me sauvais encore une fois. Une fois encore, je me retrouvais la case de M. Médouze fermée de l'intérieur, avec le chevreau de fibres qu'il enroulait et nouait autour des 2 clous fixés. L'un sur la porte, l'autre sur le chambranle. Alors je pris le parti d'attendre, car si je retournais chez Mantine, ce serait pour ne plus ressortir. Donc, je m'assis là, sur le seuil de la case. Pas tout à fait sur le seuil, pas à l'endroit où s'asseyait M. Médouze. Non, à côté, car les enfants ne devaient pas s'asseoir aux places habituelles des vieilles personnes, afin de ne pas en attraper les fatigues et les douleurs. Le temps passa, et voilà ce que je redoutais. Mantine m'appelle, et M. Médouze n'est pas de retour. Mais je ne réponds pas et reste à ma place. Un moment après, ne me voyant pas accourir sans doute, Mantine m'appelle encore, plusieurs fois de suite et longuement. Sa voix vibre à la fin comme si elle allait se mettre en colère. Alors, je cède. Et pour la calmer et la rassurer, que j'arrive immédiatement, je crie « Maman !» Mais en réalité, j'avance lentement, scrutant le fond du chemin que l'ombre bouche déjà, pour essayer d'y saisir une autre ombre que celle de la carcasse de M. Médouze. Alors, quand tu es chez M. Médouze, la conversation est tellement chaude que tu oublies que tu as une maman. Tu oublies même qu'il est l'heure pour venir chercher un morceau à mettre dans ton estomac. Ce sont des histoires de M. Médouze, de zombies de M. Médouze qui te remplissent le ventre. Qu'est-ce que M. Médouze te disait comme ça, que j'ai usé ma gorge à t'appeler? M. Médouze n'était pas là, non? Alors qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est pas chez lui que tu étais? Oui, man, devant sa porte. Alors tu préfères rester seul devant la porte de M. Médouze, dans le noir, plutôt que de te tenir compagnie à ta maman comme un enfant bien élevé? Elle me jette presque mon plat entre les mains et tout en mangeant, elle continue à maugrer contre les mauvaises mœurs que j'adopte sur l'habitation. Et prend Dieu à témoin et lui demande quand est-ce que Mademoiselle Léonie va se décider à livrer mon petit costume. Quand notre repas fut terminé et que Mantine eut cessé de parler, je répétais, avec la crainte d'être encore rabouré, « Monsieur Médouze n'est pas rentré, Mantine. » Et que veux-tu que ça me fasse? Monsieur Médouze, c'est pas lui qui te donne à manger, non? Elle lavait la vaisselle. Alors, au désespoir de me faire comprendre, j'éclate en sanglots. « Qu'est-ce que tu as ?» demande Mantine. « Monsieur Médouze n'est pas. Tu me fiches la paix, oui ou non ?» Mais je ne peux plus m'arrêter de pleurer tout en haut. Soudain, Mantine se précipite au dehors. Je refoule aussitôt mes sanglots. Sans doute, elle est allée prendre une branche à un arbuste derrière la case pour me battre. Elle tarde à rentrer. Je suis seul dans la case avec le lumignon à pétrole qui, humblement et immobile sur la table, éclaire une partie de la pièce. Dans l'obscurité dehors, Mantine doit en chercher une de belle taille. En tout cas, j'essuie radicalement mes larmes et je prends l'air d'en avoir fini. Or, Mantine n'est pas derrière la case comme je croyais, mais bien plus loin, car soudain me parvient le son de sa voix qui dit « Il n'est pas rentré, hein ?» Et à qui donc raconte-t-elle que je pleure parce que M. Médouze n'est pas encore rentré? Puis j'entends le père de Gessner qui dit « Je croyais qu'il était couché. Vous êtes bien sûr qu'il n'est pas couché là dans sa case ?»
Non, répond Mantine, sa porte est fermée du dehors. Et Josué, qui était là depuis que je suis arrivé, l'aurait vu. La voix de Mantine appelle Mademoiselle Valérine. Et maintenant, les voix sont nombreuses à parler dans la nuit, à se dire et à répéter que M. Médouze n'est pas rentré du travail, que personne ne l'a vu, qu'il est tard et que c'est bizarre. Je brûle de contentement d'avoir fait alerter tant de monde. Et j'ai envie de me lever de ma banquette et de m'élancer dehors pour raconter moi-même comment j'ai remarqué l'absence de M. Médouze. Mais en même temps, l'inquiétude avec laquelle on semble constater cela m'apporte une rumeur qui augmente l'appréhension qui s'était déjà insinuée en moi. Mantine ne revient toujours pas. Et je sens la rue Cazeneuve déjà pris de émoi, d'une anxiété. Finalement, je me lève et hasarde quelques pas précautionneux jusqu'à la porte que je touche légèrement pour glisser un regard. Des portes s'ouvrent, frappant l'obscurité de violents raies de clarté. Des voix s'interpellent et se parlent avec une telle fébrilité que je distingue avec peine ce qu'elles disent. Je crois qu'on a déjà été à la maison pour demander dans quel champ M. Médouze travaillait. Il semble qu'on parle d'aller voir. Quelqu'un a dit « On ne pourra pas laisser passer la nuit sans savoir. Hein? » Si vous êtes décidé, je suis des vôtres, répond un autre. Puis il reste un long moment sans rien dire. Et tout à coup, j'aperçois au bout de la rue Cazeneuve des torches qui font dans l'obscurité une large tache de lumière peuplée d'hommes portant coutelas et bâtons et qui s'éloignent. Maintenant, la grande excitation semble être apaisée. Quelques murmures presque imperceptibles. Mantine est revenue. Elle m'a demandé si j'ai eu peur d'être resté si longtemps tout seul. Elle est attelante et semble avoir oublié la scène que nous avons eue. On a été voir, me dit-elle. Sa voix tremble et son agitation intérieure. Mon Dieu, dit-elle, faites pas que. À peine tient-elle en place. Elle touche à une chose, s'arrête, touche à une autre, écoute. Dehors, on s'est remis à parler. Si je te quittais encore un moment, tu aurais peur, me demande-t-elle. Peut-être pas, mais je préfère qu'elle m'emmène. Oui, fis-je timidement. Alors, prends ton chapeau et viens avec moi. À peu près au même endroit d'où venaient de partir les hommes avec les torches, se tient Gessner, haussant un morceau de bois flambeau qui éclaire comme une grande allumette un petit groupe d'hommes et de femmes assis par terre. Les uns en pleine lumière, les autres à peine touchés par la lueur. Je distingue aussi la voix de M. Saint-Louis qui dit « Plusieurs fois déjà, j'ai dit à M. Médouze que la tâche était trop forçante pour lui et qu'il devrait se mettre dans les petites bandes. Mais il ne veut pas. Il dit que la jeune marmaille des petites bandes lui manquerait de respect. » Chacun dit quelque chose au sujet de M. Médouze. Certains même terminent leur récit en s'esclaffant et concluent. Pauvre diable. On reste encore longtemps sans parler, puis on recommence. Et maintenant, tout le monde de causer. Mais il ne s'agit plus de M. Médouze. On parle des choses de tous les jours, des choses que je ne comprends même pas très bien. Je trouve par conséquent plus de plaisir à regarder la torche que Gessner penche de temps en temps pour revigorer la flamme. Cette flamme qui est bleue à la racine, là où elle tient au bout du bois, qui la porte et qui devient jaune et rouge pour s'effioler dans une fumée fugitive qui semble noircir encore l'obscurité. La lueur s'élève jusqu'aux branches et au feuillage des arbres, au-dessus de nos têtes. La résine brillante suinte du bois et quelquefois goutte sur les mains et les pieds de Gessner qui poussent de petits cris en grimaçant. Je n'ose parler. Je suis avide d'entendre tout ce qui se dit de M. Médouze, de savoir pourquoi il n'est pas rentré. Et je crains je ne sais quoi.
pour ces hommes qui sont partis à sa recherche, bien qu'ils soient armés comme s'ils devaient se battre. Quant à moi, j'ai une vague intuition que M. Médouze est parti pour un de ces pays dont il parlait dans les contes. Je serais si content qu'il en fût ainsi. Pourquoi ? Peut-être parce que je sais quel désir de voir M. Médouze devenir simplement le héros d'une aventure semblable à celle où il a souvent engagé mon imagination. Je crois aussi que je me trouve en pleine nuit dans une telle conjoncture incite d'autant mon esprit au fantastique. Soudain cri, les voilà! Une confusion de voix fait écho et en même temps tout le groupe, Gessner en tête, m'entraînant avec lui, se porte vers le chemin. Loin dans la nuit, au fond, une grosse lumière, un groupe de torches qui s'avance. Mon Dieu Seigneur, la Vierge, chuchotent les femmes autour de moi. Mon cœur s'est mis à battre et je me réfugie près de Mantine qui murmure machinalement d'imperceptibles paroles. À la façon dont ils marchent vite, Monsieur Médouze doit être avec eux, remarque Mademoiselle Valérine. Il ne retournait pas s'il ne l'aurait pas trouvé, Monsieur Médouze, réplique Mantine. Médouze doit en être, dit un autre. Voyez comme tous ils s'arrêtent de temps en temps. Vous ne voyez pas? Oui, à cause de lui sans doute, conclut Monsieur Saint-Louis. Puis le convoi apparaît au bas du chemin. Nous nous avançons encore et voilà des silhouettes bien distinctes dans la clarté. Ils apportent quelque chose. Mon Dieu! Mais oui! Voyez comme ils marchent. Aussitôt une fébrilité plus vive que celle qui avait précédé le départ des hommes s'élève dans le groupe et tout le monde parle à la fois. Les indus que Médouze a dû tomber de Malcaduc, d'autres insinuent qu'il n'avait pas mangé la veille et qu'un ver lui aurait piqué l'estomac. Pour d'autres, il a dû boire trop d'eau, étant en sueur, une profusion de paroles qui m'effraie et m'empêche de réaliser ce qui se passe. Mais réellement, 4 ou 5 hommes portent ensemble une chose noire, longue, osseuse et mi-vêtue de haillons, pareil à Monsieur Médouze. Et c'est bien Médouze. Si nous n'étions pas allés le chercher, les Mongols s'en auraient régalé, s'exclame Monsieur Orias. Tous, ils allaitent et sueur d'abondance. Quelques-uns marchaient si vite qu'ils tutubent sous le poids du vieillard. Et leur voix n'en est plus qu'un murmure qui se fait à peine entendre quand ils disent « Si nous avions su, nous aurions porté un hamac. » Car tout seul, il avait l'air d'une paille, mais avec la mort qu'il a dans le ventre, il pèse comme le malheur. Et c'est dans un grand éclat de rire déclenché par une boutade de Carmélien que le cadavre de M. Médouze arrive à la case maigre et rentre dans sa cabane. Tant de gens l'entourent que c'est en vain que je cherche à le voir. Je ne porte aucune attention aux brides de récits de ceux qui l'ont découvert, mais il y a un tel mélange d'appointements, de lamentations, de soupirs, de rires et de jérémiades que je ne peux savoir exactement ce qui c'est. C'est un événement triste ou bien un fait banal de peu de conséquences. Cela ressemble vaguement à une fête, mais quelques personnes dont Mantine ont des airs qui m'empêchent de me sentir gai. Des gens autour entrent et sortent. Mantine m'a recommandé de ne pas bouger de la place où je me trouve. Puis, elle est sortie. Beaucoup de femmes sortent aussi. Je me faufile alors, puis, parmi les quelques personnes qui entourent M. Médouze, il est étendu sur le dos. M. Médouze est vêtu de son pagne couleur de sa peau. Il a été tiré, pour ainsi dire, le long de son étroite planche noire, afin que ses 2 pieds et ses bras puissent y trouver place.
Ses yeux sont entrouverts, comme s'il ne dormait pas. Mais ce ne sont pas ces mêmes yeux qui reflétaient les autres soirs la lueur des feux que nous allumions. Et au milieu de sa barbe laineuse et de blanc gris roussi, sa bouche montre des dents espacées et rouillées, et un sourire roi qui lui donne l'air de trouver drôle qu'on soit assemblés si nombreux autour de lui. Un sourire qui fait penser à un rat mort au milieu du chemin. Au premier abord, je n'ai rien trouvé de drôle, même dans sa physionomie. Mais après l'avoir considéré un moment, je m'en sens mon cœur qui grossit dans ma poitrine. J'ai envie d'appeler « Monsieur Médouze !» comme je le fais parfois lorsqu'il dort et qu'il ne m'a pas entendu entrer dans sa cabane. Mais la rigidité de son attitude et la fixité de son expression me suggèrent un peu les caractéristiques de sa mort. Il se repassera beaucoup de choses ce soir-là. Des femmes apportèrent du rhum dont se délectèrent les hommes qui avaient ramené le corps. Mantine revint avec un petit pot rempli d'une eau dans laquelle trempait un petit rameau vert. Le déposa près de la tête de M. Médouze. Mademoiselle Valérine entra avec une bougie qu'elle alluma à côté d'un petit pot. Puis arrivèrent d'autres personnes de la rue Cazenègre qui ne s'étaient pas encore montrées. Eh bien, Maître Médouze voulait pas nous fuir comme ça alors. Ah oui, c'est parce que son lit était trop étroit qu'il ne pouvait pas mourir dessus. Que voulez-vous? Ce sont les cannes qui l'ont tué. C'est dans les cannes qu'il voulait laisser sa peau et ses os. Un gros silence pesait alors, que venait chasser ensuite une murmure de compassion ou une boutade soudaine. Un petit rire discret passait, puis un gros soupir. Peu à peu, une rumeur renouvelle s'éleva dehors. Et je fus très amusé de trouver, installés par terre, dans l'obscurité, devant la porte, quelques hommes que je distinguais à peine et dont je ne reconnaissais que la voix. D'un coup, un chant lourd et traînant monta de terre, de l'endroit où étaient assis ces gens invisibles, et m'emplit aussitôt avec la violence d'une peur. Le chant continua de monter de son jet lent et envahissant, apaisa mon trouble, m'emportant pour ainsi dire dans sa poussée dans la nuit, vers le sommet des ténèbres. Sans se rompre, il se réfléchissait, broyait et continuait sa lugubre ascension. Puis s'étant longuement, mystérieusement promené par toute la nuit, il redescendit lentement jusqu'à terre et entra au fond de ses poitrines. Aussitôt, une voix vive attaqua une autre mélopée à sonorité heurtée, au rythme baroque, et toutes les autres y répondaient avec une plainte brève, et les corps se balançaient lourdement dans l'ombre. Quand ce fut terminé, une autre voix d'homme cria « Yécri !» Et toute la foule répliqua à pleine voix « Yécra !» Et je me retrouvais dans le même préambule des contes que M. Médouze me disait. On en raconta ce soir-là. Il y avait un homme, c'était lui, le maître conteur, qui les disait debout, tenant une baguette à l'aide de quoi il mimait les allures de toutes les bêtes, les démarches de toutes sortes de gens, vieilles femmes bossues, cul-de-jatte, et ses récits roulaient sur les chansons qu'à grands signes de baguette il faisait reprendre jusqu'à ce qu'on fût essoufflé. De temps en temps, entre deux contes, quelqu'un se levait et disait au sujet de M. Médouze des paroles qui jetaient tout le monde dans des rires interminables. « Maître Médouze est mort,
disait-il de ton de circonstance. C'est la douleur nouvelle que j'ai le chagrin de vous annoncer, messieurs, dames. Ainsi, je le constate, ce qui nous peine le plus, c'est pas que Maître Meadows est mort et n'a pas voulu nous assistions à son agonie. Mais plaignez pas Maître Meadows, messieurs, dames. Maître Meadows allait se cacher pour mourir parce que devinez donc le mauvais dessein de Maître Meadows. Parce que Maître Meadows ne voulait pas que nous, ses frères dans le boire et les déboires, nous héritions de son champ de canne à grand étang. Son vieux canari fêlé ajoutait une voix. Son vieux pantalon défoncé, une autre voix. Sa vieille pipe et son cuir cassé, et sa plante à coucher rabotée par ses os, et l'or et l'argent que le béquet lui donnait le samedi soir, et tout le monde de reprendre en riant, et l'or et l'argent que le béquet lui donnait le samedi soir. Et reprenant le jeu du rebond, une femme se levait, louant la générosité de Meadows, et sommait chacun de déclarer à tour de rôle ce que Meadows lui avait laissé. À celui-ci, son vieux barquois, à celui-là, son pagne troué et sa houe usée, et à tous, tout l'or et l'argent que le béquet lui donnait le samedi soir. Yécri! Et tous en silence de boire à la santé de Meadows, puis d'éclater de rire en chœur, ayant ingurgité le rhum. Yécra! Dans la case, des femmes debout regardaient le corps sans rien dire ou chuchotaient. Mantine était agenouillée aux pieds de Maître Meadows. Puis, elle vint me demander si je n'avais toujours pas envie d'aller me coucher. Mais malgré sa durée et sa complication, cette veillée me tenait tellement en éveil qu'à la longue, dans l'obscurité, je distinguais tous les traits du visage et toutes les expressions du maître conteur, entraîné à sa suite dans le domaine magique où il promenait l'assistance. Et à chaque fois qu'il élevait les cantiques, alors plus troublantes plénitude, je m'attendais à voir le cadavre du vieux nègre raidi sur la planche trop étroite, s'élever aussi dans la nuit et partir pour la Guinée.